À compter d'aujourd'hui, tous les employés doivent respecter strictement les nouvelles normes vestimentaires conformément à la section 14B du manuel RH mis à jour. Le non-respect d'une apparence professionnelle, en particulier en ce qui concerne le choix de tissu qui s'écarte des normes traditionnelles, peut entraîner des mesures disciplinaires. L'email est arrivé à 7h03 du matin, un lundi pluvieux, avant même que j'aie fini de réchauffer mon café au micro-ondes. L'objet disait « Soignons notre apparence, tout le monde », avec plusieurs émojis en forme d'étoile, la marque de fabrique de Tiffany. Je l'ai lu 2 fois, la mâchoire crispée, en sirotant mon café amer dans mon box du coin, près de la photocopieuse. Celui avec la lumière fluorescente qui clignotait et donnait l'impression d'être dans une vidéo de prise d'otage. Bien sûr, je savais exactement à qui ce message était destiné. Personne d'autre dans le service conformité ne portait de pantalon en laine gris anthracite de chez Brooks Brothers. Tout le monde venait en pantalon kaki mal ajusté ou en jupe crayon bon marché acheté sur Amazon qui remontaient comme si elles avaient une vie propre. Mais moi, je m'habillais comme quelqu'un qui se souciait de son apparence. Discrètement, professionnellement. Et cela faisait de moi une cible. Je m'appelle Lucas, j'ai 32 ans, et je viens de recevoir la déclaration de guerre la plus passive-agressive de l'histoire de l'entreprise. Tiffany Hastings, 31 ans, responsable des ressources humaines, tirant pseudo-féministe en talons nudes, m'avait dans le collimateur depuis le jour où elle avait découvert que nos salaires n'étaient pas aussi éloignés qu'elle le pensait. Brenda, sa sous-fifth, m'avait demandé si ma garde-robe mature était inspirée des anciennes séries policières sur le FBI. Les rires provoqués par cette remarque résonnaient encore parfois dans le couloir. Mais je n'ai pas scié. Je ne cligne jamais des yeux. C'est ma force. Pas de théâtralité, pas de roulement des yeux. Juste un calme brutal et irritant. J'ai passé la matinée à faire ce que je fais toujours, du vrai travail. J'ai scanné les clauses contractuelles du ministère de la Défense, vérifié les calendriers de déclassification et contrôlé chaque étiquette de classification des données avant de les envoyer au système interne. C'était un travail invisible, ingrat et absolument essentiel. Et j'étais exceptionnellement doué pour ça. La plupart des gens dans ce bâtiment ne savaient même pas ce que signifiait CUI, encore moins comment le classer. J'avais récemment passé un processus de vérification qui avait duré des mois et qui aurait retourné n'importe quelle âme bien sous tout rapport. Des entretiens, des vérifications d'antécédents, même une inspection surprise à mon domicile où 2 hommes renfrognés en imperméables gouvernementaux m'ont interrogé sur la fréquence des réinitialisations de mon routeur Internet. La récompense ? Un badge fin, presque imperceptible, intégré à une puce de sécurité de niveau noir. La plus haute autorisation délivrée par le DSS aux employés civils. Je n'en avais parlé à personne. Pourquoi l'aurais-je fait? Ce genre de pouvoir n'avait pas sa place dans la bouche d'une commère comme Brenda. Le badge était rangé dans un portefeuille en cuir renforcé dans mon sac. Silencieux, caché, attendant. À 10h17, Tiffany a traversé le couloir avec son fanfare habituel. Talons claquants, nuages de parfum étouffant l'oxygène, et a fait un nu dramatique en direction de mon espace de travail. « Salut, Lucas », a-t-elle dit en traînant les mots comme des bonbons. Je voulais juste vérifier si tu avais eu l'occasion de lire la nouvelle politique vestimentaire. Je n'ai pas levé les yeux. Il n'y a rien là-dedans qui s'applique à moi. Brenda est apparue 2 secondes plus tard, comme invoquée par un sortilège de méchante fille. C'est juste qu'on essaie de créer une esthétique unifiée, tu vois, a-t-elle piaillé. Et certains styles plus anciens peuvent envoyer des messages confus. J'ai enfin levé les yeux. Confus pour qui? Le Pentagone? Le sourire de Brenda vacilla. Tiffany sourit malicieusement. C'est juste pour s'assurer que nous sommes tous sur la même longueur d'onde. Après tout, certaines personnes ne se rendent pas toujours compte qu'elles ne suivent pas les règles. Je ne suis pas les règles, répondis-je froidement. Je les écris. La section 16A du résumé fédéral de conformité surpasse n'importe quel mémo des ressources humaines. Mais je suis sûr que vous le saviez déjà. Les joues de Tiffany se contractèrent. Elle ne répondit pas, se contentant d'afficher ce sourire faux qui n'atteignait jamais ses yeux, puis elle se retourna et s'éloigna dans un nuage d'hostilité acerbe. Brenda la suivit en chuchotant quelque chose qui les fit glousser toutes les deux comme si elle venait d'humilier la reine du bal. Je suis retourné à mon écran, mais quelque chose avait changé en moi. La contraction froide et familière de la sabotage en entreprise. J'avais déjà ressenti cela auparavant. L'email, la menace dissimulée sous une bureaucratie émotionnelle, semblait différent. Il était maladroit, émotionnel, imprudent. Cela signifiait que Tiffany devenait audacieuse. Et l'audace des petits esprits est dangereuse. J'ai regardé mon sac. Le badge reposait niché entre un sachet d'amandes et un chargeur portable, vibrant d'une autorité silencieuse.
Une empreinte digitale de confiance du gouvernement le plus paranoïaque de la planète. Je ne l'ai pas obtenue en étant sympathique. Je l'avais obtenue en sachant comment rester invisible jusqu'à ce que la visibilité devienne une arme. Et maintenant, il semblait que quelqu'un avait envie de me rendre visible. Si vous aimez cette histoire sur la façon dont l'arrogance des entreprises peut se retourner contre ceux qui la pratiquent, n'oubliez pas de vous abonner à la chaîne pour découvrir comment une simple guerre de garde-robe allait se transformer en une leçon d'humilité que personne n'oublierait jamais. Mais d'abord, laissez-moi vous raconter comment Tiffany a décidé d'intensifier encore cette bataille idiote. Car ce qu'elle a fait ensuite n'était pas seulement stupide, c'était le premier pas vers sa propre destruction. Le bruit de la machine à café crachant ses dernières gouttes de café colombien brûlé parvenait à peine à couvrir l'odeur de quelque chose d'encore plus nauséabond. Un spray corporel à la vanille et à l'arôme d'importance. Lucas. Je venais de prendre un agitateur en plastique lorsque j'ai senti la température ambiante baisser de 6 degrés. Je n'avais pas besoin de me retourner. Je connaissais cette expiration haletante. Waouh, Tiffany, roucoula-t-elle assez fort pour que Brenda l'entende depuis 3 bureaux plus loin. Ce pantalon est intéressant. J'ai cligné des yeux une fois, lentement. Le pantalon était un pantalon sur mesure de couleur gris ardoise avec un motif en chevron si subtil qu'il aurait pu être tissé par des fantômes. Mais dans le tribunal de Tiffany, les motifs sur les tissus étaient apparemment des infractions criminelles. Tiffany tournait autour de moi comme une lionne qui avait exagéré ses affirmations sur LinkedIn. Je n'étais pas sûr que vous aviez reçu la mise à jour de la semaine dernière sur la conformité textile. Section 14b. Vous avez lu le manuel, n'est-ce pas? J'ai pris une gorgée de café. J'ai corrigé la grammaire du manuel. 3 erreurs, au fait. Tiffany a éclaté d'un rire strident et a posé sa main sur sa hanche. Nous voulons juste être cohérents dans tout le département. Ces pantalons sont chics, un peu style Downton Abbey, mais ils ne correspondent pas bien à l'exigence de tissage traditionnel. Derrière elle, Brenda s'était matérialisée comme une verrue. C'est une question de cohésion, a-t-elle piaillé, comme si elle faisait partie d'une secte de haute couture. La synergie d'équipe commence par l'intégrité du tissu. Je me suis tourné vers elle, café à la main, dos parfaitement droit. Est-ce une plainte officielle des RH? Tiffany a cligné des yeux. Non, non, c'est juste une conversation. D'égal à égal, de femme à homme. Très bien, ai-je répondu. Parce que le contrat de cet homme ne prévoit pas de discussion basée sur des goûts personnels déguisés en politique. Du coin de l'œil, j'ai vu Marc, mon supérieur direct, qui se tenait maladroitement dans le couloir. Il a observé la scène, a établi un contact visuel avec moi, puis s'est rapidement retourné et a disparu dans l'escalier le plus proche, tel le lâche qu'il était. Pas un signe de la tête, pas un haussement d'épaule, juste un acte de disparition sans courage. Tiffany s'approcha d'un pas, la voix basse mais toujours mielleuse. Nous essayons simplement de nous assurer que nous sommes perçus comme des professionnels fiables. Surtout avec le travail sensible qui arrive. Des contrats de haut niveau et tout le reste. Nous ne voudrions pas donner une mauvaise impression. Ah, alors elle savait que quelque chose se tramait. Même si elle ne savait pas quoi. Le badge noir n'était pas passé inaperçu. Peut-être qu'elle l'avait aperçu, peut-être que Brenda avait fouillé. Quoi qu'il en soit, le code vestimentaire ne concernait plus les pantalons. Il s'agissait de contrôle. D'envoyer un message. Mauvaise impression, dis-je en levant les yeux vers elle. Pour qui? Au ministère de la Défense? Je pense qu'il se soucie plus des dossiers classifiés que des rayures sur un pantalon. Tiffany se raidit, son sourire s'effaçant légèrement. Nous avons juste des règles. Vous avez des obsessions, dis-je calmement. Moi, j'ai une autorisation. Cela fit l'effet d'un coup de poing. Tiffany ouvrit la bouche pour répondre, mais ne trouva rien d'intelligent à dire. Elle haussa les épaules d'un air théâtral et s'éloigna, non sans avoir jeté un regard sur mon pantalon, comme s'il avait personnellement insulté son diplôme d'une quelconque formation en ressources humaines qu'elle avait obtenue. Le couloir s'anima à nouveau. Personne ne dit un mot, mais je pouvais sentir des regards brûlants à travers la vitre dépolie, feignant de ne pas regarder. Du théâtre d'entreprise. Tout le monde prétendait détester les drames, jusqu'à ce qu'ils aient des places au premier rang et du mauvais café. Je suis retourné à mon bureau en silence, chaque clic de mes talons creusant un peu plus le fossé entre la retenue et la colère. Je n'ai pas tapé sur mon clavier, je n'ai pas envoyé de mail incendiaire. J'ai juste regardé mon écran un peu plus longtemps que d'habitude. Puis j'ai ouvert mon tiroir verrouillé et j'ai pris un cahier. J'ai feuilleté les pages de notes sur la politique et les diagrammes de conformité jusqu'à trouver celle intitulée « Ligne croisée ». J'ai ajouté une date en bas. Juste 2 mots, guerre textile. Mais Tiffany ne faisait que commencer. Le jeudi, elle est arrivée avec un nouveau manuel intitulé « Normes d'apparence professionnelle ».
23 pages de bêtises qui n'existaient pas lundi. Des pages qu'elle avait manifestement imprimées sur son imprimante personnelle, à en juger par la police Times New Roman amateur et les marges irrégulières. « Lucas », a-t-elle dit en le posant sur mon bureau avec un coup dramatique. « J'ai pensé que tu aimerais le relire avant la réunion d'équipe de demain. » Je l'ai feuilleté rapidement. C'était un chef-d'œuvre de micro-agression déguisé en politique. Des sections entières consacrées aux choix vestimentaires appropriés à l'âge et à éviter les déclarations de mode qui distraient. Une page entière sur la façon dont les motifs complexes des tissus peuvent traduire un manque de jugement professionnel. Intéressant, ai-je dit en le refermant. Surtout quand on sait que notre entreprise n'a pas de service juridique qui a relu ça, qu'il n'y a pas eu d'approbation de la direction et que ça ne repose sur aucune réglementation fédérale régissant notre activité. Le visage de Tiffany s'est décomposé. C'est juste une mise à jour des directives existantes. Directives, ai-je répété. Qui remplace les exigences de conformité fédérale? Eh bien, pas exactement, mais... Alors c'est une suggestion. C'est une attente. Basée sur quoi? La direction de l'équipe. Je l'ai regardé longuement. Tiffany, avez-vous déjà lu un véritable contrat fédéral? Avez-vous déjà visité une installation du ministère de la Défense? Ce n'est pas. Avez-vous déjà traité des documents classifiés? Son visage était en train de se tacher. Le fait est, dis-je en me levant, que vous essayez de créer des politiques pour un travail que vous ne comprenez pas, dans un domaine où vous n'avez aucune expérience, afin de résoudre un problème qui n'existe que dans votre tête. J'ai laissé le manuel sur son bureau en me dirigeant vers les toilettes. À mon retour, il avait disparu. Le vendredi, elle a monté d'un cran. Un email est arrivé à 14h14. Objet, question RH, attention urgente requise. Pas de texte dans le corps du message, pas de salutation. Juste une pièce jointe avec un calendrier indiquant un créneau de 15 minutes et un lieu. Salle 3C. Je l'ai regardé pendant quelques secondes avant de me lever, lentement et silencieusement, comme quelqu'un qui se lève de ses propres funérailles. Le clic de mon badge verrouillant mon terminal a résonné plus fort qu'il n'aurait dû. Mon bureau, avec ses dossiers bien rangés et ses post-its classés par couleur, me semblait désormais étranger. Comme s'il appartenait à quelqu'un d'autre. Comme une scène de crime. J'ai traversé le couloir avec toute la solennité d'un condamné faisant ses derniers pas. Je suis passé devant les stagiaires qui faisaient semblant d'être occupés, devant la porte du bureau de Marc, fermée, store baissé, lâche. La salle 3C était déjà occupée quand je suis arrivé. Tiffany était assise en bout de la petite table de conférence, son iPad incliné exactement comme si elle animait une conférence TED sur l'armement de la condescendance. Brenda était assise à sa droite, tripotant un stylo gel rose comme un écureuil nerveux. À gauche se trouvait M. Morton, directeur principal des opérations, un homme qui m'avait un jour félicité pour un rapport d'audit de 72 pages en disant « ça fait beaucoup de mots pour un document de conformité ». Il semblait maintenant profondément mal à l'aise, comme si on lui avait promis un simple rôle de témoin et non la chance de jouer les vedettes dans une exécution. « Lucas », dit Tiffany d'un ton faussement chaleureux. « Merci de vous joindre à nous. »« On m'a ordonné de venir », répondis-je en m'asseyant avec le calme de quelqu'un qui est sur le point de tout perdre et qui refuse encore de leur donner cette satisfaction. « Allons droit au but », piailla Brenda en dépliant un script dactylographié. Il s'agit d'une réunion officielle de licenciement menée conformément à la procédure d'entreprise décrite dans la section 8B des directives relatives à la responsabilité des employés. Je clignai des yeux. Tiffany continua, les yeux brillants. En raison du non-respect répété de notre politique vestimentaire mise à jour et d'un comportement insubordonné manifeste lorsque vous avez été interpellé, la société n'a d'autre choix que de mettre fin à votre contrat de travail avec effet immédiat. Brenda m'a remis un document de 2 pages sur lequel les mots « dernier avertissement » étaient imprimés en lettres rouges en gras en haut de la page. On aurait dit une contravention. Vous avez été averti à plusieurs reprises, a poursuivi Tiffany. La confrontation de ce matin a été la goutte d'eau qui a fait déborder le vase. J'ai parcouru le document. Mon nom, mon numéro d'employé, le mot « défi » apparaissaient 3 fois. Il n'était fait aucune mention de mon niveau d'autorisation, ni de ma production, qui était irréprochable. Seules figuraient des phrases telles que « cohésion sur le lieu de travail » et « définition du ton culturel ». Au début, je n'ai rien ressenti. Ni larmes, ni colère. Juste un vide glacial dans ma poitrine qui aspirait le dernier soupçon de conviction que j'avais encore que le professionnalisme avait un sens. Mais au fond de moi, quelque chose se préparait. Quelque chose que Tiffany, dans son arrogance brillante,
venaient de réveiller sans le savoir. Et dans 12 heures, tout le bâtiment saurait exactement ce qu'ils avaient fait. Je comprends, ai-je dit en me levant avec un calme délibéré. Je ne voudrais pas causer une violation de la sécurité. Tiffany Harry. Ne sois pas dramatique, Lucas. Je n'ai pas répondu. Je me suis simplement tourné vers la porte, mais avant de sortir, je me suis arrêté et j'ai regardé par-dessus mon épaule. Vous venez de licencier la seule personne dans cet immeuble qui savait comment empêcher votre contrat gouvernemental de s'effondrer comme une chaise en plastique bon marché. 3 visages m'ont regardé, vides, sans comprendre. J'ai souri. Amusez-vous bien avec votre intégrité textile. Le trajet jusqu'à mon bureau m'a semblé plus long que jamais. Il m'a paru interminable, comme si le bureau lui-même savourait mon humiliation. Le carton qu'on m'a donné était ridiculement petit, du genre conçu pour la compassion, pas pour le transport. Une seule feuille de papier bulle flottait inutilement au fond, comme un lot de consolation. Je n'ai pas pleuré. Je n'ai pas tremblé. Mais je pouvais sentir monter le long de ma colonne vertébrale cette rougeur lente et brûlante de la honte publique. Pas du genre bruyante. Du genre silencieuse. Le genre qui s'installe dans vos os et résonne à chaque ça va. Offert par des gens qui ne se sont jamais souciés de vous avant aujourd'hui. Je suis d'abord passé par le service marketing. Personne n'a rien dit. Rachel a levé les yeux, a cligné des yeux, puis a rapidement baissé la tête vers son écran. Jason m'a fait un signe de la main, comme si nous nous étions croisés dans le couloir glacé du Trader Joe's, à moins de 5 mètres de la blessure ouverte de ma carrière. Puis ce fut le tour des comptes clients. L'un des stagiaires a murmuré « Je suis désolé », avec le regard paniqué que l'on réserve habituellement aux funérailles. J'ai esquissé un sourire poli et morne. J'ai continué à marcher. Quand je suis arrivé à mon bureau, Marc était là, inutile comme toujours, les mains dans les poches comme un adolescent coupable. Et, a-t-il dit en se raclant la gorge. Je suis désolé de te voir partir, Lucas. J'ai incliné la tête. Tu es désolé? Il a ouvert la bouche, mais aucun son n'en est sorti. Après une pause, il a hoché la tête. Bon, bonne chance dehors, alors. Il s'est éloigné. Je regardais son dos alors qu'il reculait dans le couloir, disparaissant dans la sécurité tiède de la lâcheté managériale. C'était parfait, vraiment. Un geste de départ approprié de la part d'un homme qui avait l'autre fois passé 10 minutes entières en réunion à expliquer l'importance d'être un joueur d'équipe pendant que je corrigeais silencieusement une erreur de conformité fédérale qui leur aurait coûté 6 chiffres. Le bureau lui-même était encore le mien, du moins pour les 10 prochaines minutes. Je commençais à emballer mes affaires avec une efficacité silencieuse. La photo encadrée de ma sœur et moi dans le parc national des Arches. Ma tasse personnalisée sur laquelle était inscrit « Faites confiance, mais vérifiez ». Un bloc-notes griffonné de notes sur les protocoles d'acquisition. Un petit cactus que j'avais ramené à la vie après que Brenda l'ait trop arrosé l'année dernière. Peut-être exprès. Tout est allé dans la boîte, sauf le badge. Il était sous mon clavier, là où je le gardais toujours, à l'abri des regards. Sa surface noire ne portait aucune marque, à l'exception du numéro RFID émis par le gouvernement gravé près du bas. Je l'ai pris délicatement, comme s'il s'agissait d'une allumette capable de mettre le feu à toute la pièce. J'ai sorti la pochette de protection de mon sac, une enveloppe épaisse et noire doublée d'un tissu bloquant les radiofréquences. Elle portait la mention « Propriété du DSS, ne pas jeter ». J'ai glissé le badge avec la précaution de quelqu'un qui range une arme chargée. Je refermai le sac et le passai sur mon épaule. Je jetai un dernier regard autour de moi. Pas vers les gens, mais vers le papier, les dossiers, les fichiers de données à moitié terminés qui clignotaient encore sur mon écran. Chacun d'entre eux était un petit fil qui maintenait ensemble un contrat de 50 millions de dollars. Des fils que j'avais tissés seul pendant des mois. Maintenant effilochés. Maintenant négligés. Je me dirigeais vers l'ascenseur. Personne ne me suivait. À la réception, un homme maigre vêtu d'un sweatshirt délavé qui ne pouvait pas me regarder dans les yeux m'attendait. Il me tendit une enveloppe scellée. Dernier chèque de paie et information Cobra, murmura-t-il. Charmant, dis-je en laissant tomber l'enveloppe dans la poubelle. Les portes de l'ascenseur se sont ouvertes. Je suis entré, je me suis retourné et, tandis qu'elles se refermaient, j'ai regardé le hall rétrécir. Les murs en verre, les sourires faux, les plantes artificielles, tout était faux. Je n'ai pas pleuré. Mais au fond de mon estomac, un nouveau sentiment était en train de naître. Ce n'était ni de la tristesse, ni même de la colère. De la détermination. Froide, pure, métallique. Quelque chose venait d'être mis en mouvement. Et personne dans cet immeuble n'avait le droit de voir ce qui allait arriver.
Je venais de commencer à décoller l'autocollant de mon badge d'employé désormais inutile lorsque les portes vitrées se sont ouvertes derrière moi dans un souffle d'air et avec une détermination tout après-midi. Pas le genre d'entrée distraite que l'on a avec des commerciaux ou des candidats qui fouillent dans leurs dossiers. Non, c'était de la précision militaire. De l'énergie. J'ai levé les yeux de ma chaise dans le hall juste à temps pour voir un homme et une femme en costumes sombres assortis passer comme s'ils avaient été convoqués par une instabilité sismique. Pas de logo sur leur dossier. Pas de badge. Mais leur posture en disait long. Ces personnes n'étaient pas là pour une réunion d'intégration. L'homme était grand, les cheveux coupés très courts, la cravate si symétrique qu'elle semblait imprimée. La femme avait un chignon sévère et marchait un demi-pas devant lui, scrutant la pièce comme si elle l'évaluait. Tous deux portaient de fines épingles à la boutonnière. Noires, circulaires, avec l'insigne distinctif de l'aigle encastré dans un anneau argenté. Mon souffle s'est arrêté. DSS. Non, pas le sigle amusant DSS. Non, c'était du sérieux. Le service de sécurité de la défense. Les types qui ne frappent pas à la porte à moins que les protocoles aient été déchiquetés, brûlés et laissés enfumer dans un coin de votre box à côté de la machine à café. La femme s'approcha du bureau d'accueil sans même regarder le tableau d'affichage. Nous devons parler à Walter Phelps, le chef de la sécurité, et à Brian Dennin, votre PDG, immédiatement. Son ton était vif mais contrôlé. Le genre de voix qui omettait les « s'il vous plaît » sans pour autant être impoli. Juste dangereuse. La réception balbutia. Ils sont tous les deux en réunion, je peux. L'homme se pencha vers elle. Ce n'est pas une demande. La réceptionniste se figea, décrocha le téléphone. Elle composa le numéro à toute vitesse, comme quelqu'un qui ne voulait pas être tenu responsable de ce qui allait se passer. Je restai immobile, l'enveloppe contenant mon dernier chèque de paie froissé sur mes genoux. 1000 pensées me traversèrent l'esprit en même temps. Les dates de paie, le calcul de l'indemnité de licenciement, le yaourt oublié dans le tiroir de mon bureau. Mais toutes ces pensées s'évanouirent devant une prise de conscience brûlante. L'enregistrement dans le système. La désactivation du badge. Le protocole en retard. Il l'avait remarqué. Le gouvernement l'avait remarqué. Ce qui signifiait que quelqu'un avait enfin ouvert le mauvais fichier sans autorisation. Ou peut-être avait-il essayé d'accéder au disque partagé que j'avais partitionné sur instruction du DSS. Peut-être que Tiffany, dans son infinie génialité, avait signé la liste de contrôle de départ sans effectuer de nettoyage de sécurité. Peu importe ce qui avait déclenché tout ça, ça n'avait plus d'importance maintenant. C'était en marche. Mes doigts tremblaient légèrement, tandis que j'ajustais la bandoulière de mon sac. Je gardais la tête baissée, feignant l'indifférence, mais mes oreilles étaient en alerte. La réception a raccroché. Ils descendent dans 1 minute. La femme acquiesça. Les yeux de l'homme balayèrent la pièce. Ils se sont brièvement posés sur moi, ont hésité une demi-seconde, puis ont continué leur chemin. Il ne m'a pas reconnu. Pas encore. J'ai expiré prudemment. Dans ma poitrine, quelque chose de vieux et d'enfoui se fissurait. Une poussée d'adrénaline mêlée à une sombre satisfaction. Je n'étais pas fou. Je n'étais pas mesquin. Je n'avais pas perdu mon emploi à cause d'un pantalon. J'avais été licencié pour violation d'un contrat de sécurité fédérale. Et maintenant, les adultes étaient arrivés. Le hall est devenu plus silencieux. Comme si les murs eux-mêmes retenaient leur souffle. 2 filles du marketing sont sorties de l'ascenseur en riant d'un sujet sur Slack, puis se sont tues lorsqu'elles ont aperçu les costumes. L'une d'elles a murmuré quelque chose et s'est retournée pour rentrer. Je suis resté immobile, impassible, mais au fond de moi, mon monde avait basculé. Pas en arrière. En avant. Dans la gravité de ce changement au ralenti, l'humiliation de la dernière minute brûlait comme de la brume sous un chalumeau. Ils ne savaient pas ce qu'ils avaient fait. Mais ils allaient bientôt le découvrir. L'ascenseur a sonné une fois de plus. Rapide, priorité exécutive. Je n'avais pas besoin de regarder pour savoir qui allait sortir. Je pouvais déjà l'entendre. Le claquement serré des talons essayant de ne pas paraître trop frénétique. Tiffany, flanquée de Brenda, dont le bloc-notes était absent pour la première fois dans l'histoire documentée du bureau. Les pas de Tiffany étaient raides, mécaniques. Son attitude habituelle, le menton relevé, la mâchoire serrée comme une reine de concours en guerre, avait disparu. Son visage était pâle. Pas fatigué, pas stressé. Pâle comme le sang évacué, l'horreur aspirée, qu'est-ce que j'ai fait? Genre de pâle. Elles ne m'ont pas reconnu en passant. Elles ne pouvaient pas. Les yeux de Tiffany clignèrent dans ma direction pendant une demi-seconde, se posèrent et reculèrent immédiatement comme s'ils avaient touché un fil dénudé. Je ne bougeais pas. Je ne clignais pas des yeux. Je me contentais de boire le café tiède que je sirotais depuis ma propre marche de la honte,
regardant maintenant la honte rebondir à la vitesse de la lumière. La porte de la salle de conférence s'est ouverte dans un clic. Mademoiselle Hastings. La voix de l'agent Rossi, froide et sans hâte. Tiffany s'est retournée si vite que son cordon de badge l'a claqué sur le côté. Oui, pourquoi? Entrez. Maintenant. Tiffany obéit. Brenda n'était pas invitée. Elle se recroquevilla dans le couloir comme un fantôme à qui l'on refusait l'entrée dans le monde souterrain. La porte se referma avec une détermination qui fit soupirer la réceptionniste. Le bureau était à nouveau trop calme. Quelques coups se tendirent depuis les box, faisant semblant de chercher du papier pour l'imprimante. À l'intérieur de la salle de conférence, des voix s'élevèrent dans un brouhaha étouffé. Je ne pouvais pas entendre chaque mot, mais des fragments flottaient dans le hall comme des débris. Personnel non autorisé. Documents classifiés. Contrat violé. Puis j'entendis cela, clair comme de l'eau de roche, alors elle a été licenciée avant la fenêtre d'enregistrement. Une pause. Puis le chaos. La voix masculine, probablement celle de l'agent Miller, tomba comme une pierre. Vous l'avez laissé partir sans en informer le DSS. Brian Dennin, PDG, est descendu en personne cette fois-ci. Son air généralement arrogant avait fait place à une panique suante. Sa cravate était de travers comme s'il avait essayé de s'étrangler dans l'ascenseur. Il a dépassé la réceptionniste, a interrogé la photocopieuse, a traversé la salle d'attente jusqu'à ce qu'il m'aperçoive. Il s'est arrêté net devant moi, haletant. « Lucas », dit-il avec un sourire trop large, trop forcé. « Pourrions-nous, cela vous dérangerait-il de monter dans mon bureau pour discuter rapidement ?» Je le regardai sans me lever. « Je ne travaille plus ici », dis-je d'une voix neutre. Assez fort pour que les stagiaires qui chuchotaient derrière le ficus puissent m'entendre. « Vous devrez prendre rendez-vous. » Sa bouche s'ouvrit, se referma. Sa pomme d'Adam monta et descendit. « S'il te plaît. Essaie encore. Juste une petite. » Je me levai lentement, calme comme un tremblement de terre avant de frapper. Mon sac toujours en bandoulière, le badge noir toujours fermé à l'intérieur comme un détonateur. « Je suis sûr que votre équipe peut s'en occuper, » ai-je dit. Après tout, ce n'est que du tissu, n'est-ce pas? Le visage de Brian s'est déformé sous l'effet de la panique d'un homme réalisant que l'iceberg n'était plus théorique. Je suis passé devant lui sans attendre de réponse. Derrière moi, la porte de la salle de conférence s'est rouverte. Tiffany en est sortie visiblement tremblante. Sa bouche s'est ouverte pour prononcer une défense, une excuse, un soupir de double discours de RH. Mais je ne lui ai pas accordé cette audience. J'ai continué à marcher. Je ne me suis pas retourné. Non pas parce que je ne voulais pas voir leur visage, mais parce que je les avais déjà vus. Et ils ressemblaient exactement à la justice. Je venais d'atteindre les portes vitrées du hall lorsque le bruit caractéristique de chaussures ciré sur le carrelage m'arrêta. Ce n'était pas la course des stagiaires. Ce n'était pas le traînement désespéré de Brenda en talons bas. Non, ces pas avaient du poids. De l'autorité. Une intention. Je me retournai alors que les agents Miller et Rossi s'approchaient derrière moi. « Monsieur Givant ?» demanda l'agent Rossi, d'un ton sec mais respectueux. Je haussai un sourcil, me retournant à demi. Je le suis toujours. À moins que vous ne vouliez révoquer cela aussi. L'agent Miller esquissa un minuscule sourire. Nous comprenons que les événements d'aujourd'hui étaient inattendus. Nous aimerions vous parler un instant. Derrière eux, l'ascenseur sonna à nouveau. Les portes s'ouvrirent pour révéler Brian Dennin, essoufflé, suivi de Tiffany, les yeux rouges, le maquillage coulant, le visage frais de vengeance corporative. Ils se figèrent sur place comme deux enfants regardant le directeur remettre leur bulletin à la police. « Bien sûr, » dis-je en redressant la bandoulière de mon sac. « Allons parler. » Les agents m'ont encadré, un de chaque côté, me raccompagnant vers la salle de conférence. Pas dans la pièce où les cadres s'agitaient quelques minutes auparavant. Ils se sont plutôt arrêtés près de la réception, où tout le monde pouvait nous voir. Le message était clair, elle n'irait nulle part. Ils me parlaient de leur plein gré. Respectueusement. Monsieur Givant, a commencé l'agent Miller. Nous sommes en train de revoir la supervision de l'autorisation et le protocole d'intervention lié à votre licenciement. Votre dossier auprès du DSS est vierge. Immaculé, en fait. Votre travail sur le traitement des données cryptées au premier trimestre a été salué. Rossi acquiesça. Nous avons des questions, bien sûr, mais nous souhaitons avant tout votre coopération pour la phase suivante. Le contrat est toujours valable. La mission n'a pas changé. Mais le contractant peut changer. Je pris une profonde inspiration. Une clarté froide et pesante commençait à s'installer dans mes os. C'était le moment où tout basculait.
Je jetai un coup d'œil de coin de l'œil. Brian Denain se tenait près du ficus, la sueur imprégnant sa chemise comme un test de stress et de regret. Tiffany semblait sur le point de s'évanouir. Brian fit un pas en avant, la voix tremblante de l'urgence d'un homme voyant sa carrière partir en fumée. « Lucas, Monsieur Givant, écoutez, soyons raisonnables. Il est évident que les choses ont été mal gérées de part et d'autre. Je voudrais vous offrir officiellement de reprendre votre poste. » Je ne répondis pas. « Et une augmentation ?» ajouta-t-il rapidement. « 10%. Non, 15. Réintégration complète. Un titre senior. Nous mettrons cela par écrit tout de suite. » Tout le monde dans le hall se figea. La réceptionniste cessa de taper. Un cadre junior interrompit sa pause cigarette devant la fenêtre. Même le ficus semblait offensé. J'ai incliné la tête, le regard calme et impitoyable. « Le salaire que vous pourriez me payer, ai-je dit, ne couvrirait pas la thérapie nécessaire pour oublier que j'ai travaillé pour vous. » Silence de mort. La bouche de Brian s'est ouverte comme pour objecter, mais rien n'est sorti. Je me suis retourné vers les agents. « Où aimeriez-vous discuter ?» L'agent Rossi fit un petit signe de tête. « Nous avons un bureau de terrain de l'autre côté de la ville. Mais ne vous pressez pas. Vous n'êtes pas sous le coup d'une enquête. Nous vous invitons simplement à nous aider à réparer ce qu'ils ont cassé. » Je souris, m'accordant enfin ce plaisir. Ils n'avaient pas cassé une seule chose. Ils en avaient cassé beaucoup. Et si vous suivez cette histoire qui montre comment l'incompétence d'une entreprise peut exploser au visage de ceux qui la pratiquent, ne manquez pas le prochain épisode. Car ce qui s'est passé ensuite n'était pas seulement l'effondrement de quelques carrières, mais l'implosion complète d'un système tout entier qui avait confondu pouvoir et compétence. Nous n'avions pas fait 3 pas vers le parking que le téléphone de l'agent Miller a vibré. Il s'est arrêté net, a vérifié l'écran et a murmuré « 1 minute ». Sa voix n'avait pas changé, mais j'ai vu une lueur nouvelle dans ses yeux. La confirmation. Le genre qui vient à la fin d'une longue série de signaux d'alerte. Il s'est retourné et est rentré dans le bâtiment, faisant signe à l'agent Rossi de rester avec moi. « Ça ne sera pas long », m'a-t-elle dit. À l'intérieur, le chaos s'était installé dans un silence corporatif étrange. Le genre de silence qui suit une alarme incendie, où tout le monde fait semblant de travailler, mais regarde Slack en attendant que le désastre se produise. Miller n'a pas frappé. Il a traversé la réception, passant devant l'assistante de direction paniquée, et s'est dirigé vers la salle de conférence Fishbowl comme s'il était chez lui. Brian Denain était là, les mains sur les hanches, essayant de conserver l'attitude d'un homme qui contrôle encore quelque chose. Miller a laissé tomber un seul dossier en carton sur la table en verre. La conversation a commencé doucement, par bribes. La mâchoire de Brian bougeait plus vite que ses mots. Tiffany planait derrière lui comme un fantôme attaché à la scène de son propre crime. Puis Miller a ouvert le dossier. De l'extérieur, j'ai tout observé avec un regard calme et aiguisé comme un rasoir. Brian s'est penché en avant. Son visage a changé. Le genre de changement qui ne se produit pas progressivement. Il claque. D'abord le déni, puis la reconnaissance, puis la dévastation. Il s'assit lourdement, comme si quelqu'un lui avait retiré sa colonne vertébrale. La voix de Miller n'était plus basse. Elle était lourde. Manipulation inadéquate d'un actif fédéral déclassifié, violations irréversibles de la chaîne de sécurité interne, pas moins de 6 protocoles non respectés, tous signés par votre service des ressources humaines. Brian se leva à nouveau, tremblant. Il doit y avoir une solution. Une clause, une alternative. Ce contrat est notre bouée de sauvetage. Miller ne s'y a pas. Votre éligibilité au contrat fédéral de 50 millions de dollars est désormais nulle. La violation a déclenché un audit complet du DSS. Votre entreprise fait l'objet d'un examen avec effet immédiat. Silence. Puis, de plus, Mademoiselle Tiffany Hastings a été identifiée comme étant à l'origine de la violation. Ces informations d'identification sont désormais invalides. Attendez une communication officielle d'ici la fin de la journée. Cela fit l'effet d'un coup de feu. Tiffany s'effondra sur la chaise la plus proche, clignant des yeux comme si elle venait d'être tirée d'un rêve. J'ai vu ses lèvres former le mot « comment », mais personne n'a répondu. La porte s'est ouverte dans un sifflement et l'agent Miller est sorti. Quelques pas derrière lui, Brian est apparu. Abattu, en sueur, les yeux cernés. Il m'a regardé comme si je tenais le détonateur. Parce que, d'une certaine manière, c'était le cas. Et je n'avais même pas appuyé sur le bouton. Il a ouvert la bouche, mais aucun son n'est sorti. Tiffany l'a suivi une seconde plus tard, le mascara coulant comme des barreaux de prison sur son visage. Elle ne pouvait pas me regarder directement.
Elle en était incapable. Je n'ai pas célébré. Je n'ai pas souri. Je l'ai simplement regardé. Ce n'était pas de la satisfaction. Ce n'était pas de la vengeance. C'était quelque chose de plus propre. De plus froid. Comme regarder un navire couler qui n'aurait jamais dû prendre la mer. Le bâtiment derrière moi était toujours debout, mais le monde à l'intérieur s'était effondré. L'agent Miller est sorti de la salle de conférence avec l'expression de quelqu'un qui venait de prononcer un verdict final. Brian l'a suivi, titubant comme s'il avait été renversé par un camion. « Monsieur Givant », dit Miller en ajustant sa cravate. La situation a été clarifiée. À travers la vitre, je pouvais voir Tiffany toujours assise, fixant la table comme si elle essayait de comprendre une langue étrangère. Brenda avait complètement disparu, probablement dissoute dans sa propre insignifiance. Le contrat de 50 millions, a poursuivi Miller, a été officiellement annulé à 15h42. L'entreprise fait l'objet d'une enquête pour négligence en matière de sécurité fédérale. Les accréditations de Mademoiselle Hastings ont été définitivement invalidées. Brian s'approcha, le visage crispé par le désespoir. « Lucas, je t'en supplie, » implora-t-il. « Il doit y avoir quelque chose, un moyen de revenir en arrière. Vous connaissez les protocoles mieux que quiconque. » Je le regardais avec le calme de quelqu'un qui observe un incendie qui n'a pas encore pris. Je les connaissais, corrigeai-je, avant d'être licencié pour des violations imaginaires du code vestimentaire. Sa bouche s'ouvrit et se referma comme celle d'un poisson hors de l'eau. Mais tu pourrais, avec ton autorisation, peut-être leur expliquer qu'il s'agit d'un malentendu. Un malentendu ? Répétai-je, presque en souriant. Vous avez documenté mon licenciement. Vous avez signé les papiers. Vous l'avez fait officiellement, Brian. La bureaucratie que vous aimez tant est en train de vous étrangler. L'agent Rossi s'approcha avec une enveloppe épaisse. Monsieur Givant, nous avons reçu l'autorisation de formaliser une offre. Un poste de supervision de la conformité directement, sous contrat DSS. Un salaire de départ de 180 000 $, révisable après 6 mois. L'autorisation de constituer votre propre équipe. Le silence qui suivit fut assourdissant. Brian devint livide. 180 000 plus les avantages sociaux fédéraux, ajouta Rossi. Et l'autorisation de travailler sur des projets classifiés impliquant plusieurs agences. Je pris l'enveloppe, sentant son poids. Quand commençons-nous? Lundi, si vous acceptez. J'accepte. C'est alors que Tiffany quitta enfin la salle de conférence. Son visage était taché, son maquillage coulait, mais il y avait quelque chose de différent dans ses yeux. Ce n'était plus de l'arrogance. C'était de la terreur pure. Elle s'approcha avec hésitation, comme si j'étais radioactif. « Lucas, murmura-t-elle. Je ne savais pas pour votre autorisation. Si j'avais su. » « Si tu avais su, dis-je calmement, tu aurais trouvé un autre moyen de me persécuter. Parce que le problème n'a jamais été mes vêtements, Tiffany. C'était ma compétence. » Elle recula comme si elle avait été giflée. « Votre service des ressources humaines, intervint Miller, a enfreint 16 protocoles fédéraux distincts. L'enquête a révélé un comportement négligent qui compromet tout contrat futur avec le gouvernement. » « Cela signifie, » commença Brian. « Cela signifie que vous êtes fini. » Ai-je terminé. 80% de vos revenus provenaient de contrats fédéraux. Sans autorisation de sécurité, vous n'êtes qu'un autre bureau avec de fausses plantes et du mauvais café. L'ascenseur a sonné. Les portes se sont ouvertes pour révéler 2 hommes en costume portant des boîtes d'archives. Audit immédiat, a expliqué Miller. Tous les documents classifiés doivent être retirés aujourd'hui. Je les ai regardés emporter des années de travail. Mon travail. Des projets que j'avais construits, des systèmes que j'avais développés, des protocoles que j'avais rédigés. L'ironie, murmurai-je, c'est que vous n'avez pas seulement perdu un employé. Vous avez perdu le seul qui savait comment ça marchait. Tiffany pleurait ouvertement à présent. S'il vous plaît, murmura-t-elle. Il doit y avoir quelque chose. Je la regardais vraiment, pour la première fois depuis des mois. Sans colère, sans satisfaction vengeresse. Juste une compréhension froide et limpide. Tiffany, dis-je doucement, vous avez transformé des vêtements en guerre. Vous avez transformé la compétence en menace. Et maintenant, vous découvrez que certaines guerres ont des conséquences réelles. Je me tournai vers les agents. On y va? Alors que nous marchions vers le parking, j'entendis le bruit du verre brisé derrière nous. Quelqu'un avait brisé une vitre. Je ne me suis pas retourné.
Ce qu'ils avaient construit en mesquinerie et en politique de bureau s'était effondré sous le poids de leur propre incompétence. Et moi? Eh bien, j'avais un nouveau travail qui m'attendait. Un travail où la compétence était valorisée plus que la conformité textile. Parfois, la meilleure vengeance est simplement de laisser la stupidité récolter ses propres conséquences. 6 mois plus tard, j'étais assis dans mon nouveau bureau fédéral à Arlington, supervisant une équipe de 12 spécialistes de la conformité. Mon salaire avait doublé, mon autorisation avait été étendue à des projets top secrets, et pour la première fois depuis des années, je me réveillais enthousiaste à l'idée d'aller travailler. L'entreprise de Brian? Elle a fait faillite en 90 jours. Sans contrats fédéraux, elle a perdu 80% de ses revenus. L'élégant immeuble est devenu un espace de coworking pour des startups de yoga et des consultants en médias sociaux. Tiffany n'a jamais pu retravailler dans le domaine de la conformité. Son badge définitivement invalidé l'a rendue indésirable pour toute entreprise traitant avec le gouvernement. J'ai entendu dire qu'elle vendait des compléments alimentaires sur Instagram. Brian a tenté de poursuivre le DSS pour procédures injustes. Le juge fédéral a rejeté l'affaire en 15 minutes, estimant que l'ignorance des protocoles de sécurité ne constitue pas un moyen de défense légale. Marc, mon ancien superviseur lâche, il m'a envoyé un message de félicitations sur LinkedIn lorsque ma promotion a été annoncée. Je l'ai ignoré. La plus douce des ironies, l'entreprise qui a hérité de nos anciens contrats m'a contacté pour que je devienne consultant. Ils avaient besoin de quelqu'un qui comprenait les systèmes que j'avais créés. Pour $300 de l'heure, je les ai aidés à tout reconstruire à partir de zéro. Lors de notre première réunion, leur PDG m'a demandé comment une entreprise pouvait commettre une erreur aussi catastrophique. C'est simple, ai-je répondu. Ils ont confondu politique et compétence. Ils pensaient que le pouvoir signifiait avoir raison. Et ils n'ont jamais compris qu'en matière de sécurité fédérale, il n'y a pas de seconde chance. La leçon que j'en ai tirée? Ne sous-estimez jamais le coût de considérer la compétence comme une menace. Lorsque vous attaquez quelqu'un parce qu'il est bon dans son travail, vous ne commettez pas seulement une injustice, vous misez toute votre carrière sur le fait que cette personne n'a pas les moyens de riposter. Tiffany a découvert que j'en avais les moyens. Et elle l'a découvert trop tard. Aujourd'hui, lorsque de jeunes analystes me demandent comment gérer des supérieurs incompétents, je leur donne toujours le même conseil. Soyez si bon dans ce que vous faites que vous devenez indispensable. Car lorsque l'on tentera de vous remplacer par des manœuvres politiques, le marché montrera rapidement la différence entre ceux qui font le travail et ceux qui font semblant. Si cette histoire sur la façon dont la compétence l'emporte toujours sur la politique interne vous a touché, abonnez-vous à la chaîne pour découvrir d'autres histoires de personnes qui ont transformé l'humiliation en victoire. Parce que parfois, la meilleure vengeance est simplement d'être trop exceptionnel pour être ignoré. Au final, Tiffany ne m'a pas licencié. Elle m'a promu. Loin d'elle. Et c'est la meilleure décision que quelqu'un ait jamais prise pour moi.